Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'un de mes auteurs préférés, si ce n'est peut-être mon auteur préféré, à savoir Guy de Maupassant, dont je parle souvent sur la chaîne, surtout la manière dont il m'inspire pour le jeu de rôle. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire ici l'exégèse de l'œuvre de Guy de Maupassant, j'en serais par ailleurs incapable, mais je vous invite quand même à lire ses livres, bien entendu. Je voudrais surtout vous parler de la manière dont Guy de Maupassant peut nous inspirer et nous aider pour améliorer notre capacité de conteur en tant que maître du jeu. Et même par certains aspects, comment il peut nous aider pour la création et la préparation de nos parties. Guy de Maupassant est un auteur de la littérature qui a eu énormément d'impact sur moi, sur le jeu de rôle précisément, et c'est par ce prisme que je vais vous parler de lui aujourd'hui, bien entendu. Vous m'avez sans doute déjà entendu justement parler de Guy de Maupassant, je dis souvent qu'il m'inspire par la manière qu'il a de, en quelques phrases, efficaces et très belles bien sûr, à faire ressentir l'objet de sa description. Et quand je dis l'objet, ça peut être un lieu, ça peut être une chose, ça peut être un personnage, et il lui faut vraiment seulement quelques lignes, parfois un paragraphe, pour qu'on puisse vraiment ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, on peut presque palper les éléments de sa description. La première interaction que j'ai eue avec Guy de Maupassant, c'était il y a de nombreuses années à travers sa nouvelle Boule de Suif. Je vous passe les détails, mais il y a un moment, la description d'une corbeille de fruits portée par une femme rondelette dans une charrette. Et la corbeille de fruits, on peut penser que c'est un objet anodin, pas forcément très intéressant, mais la manière dont il la décrivait, dont il décrivait la manière dont cette corbeille de fruits était perçue par les autres, m'a suscité énormément d'envie. J'avais envie de croquer dans les fruits de cette corbeille. Et j'étais pas forcément intéressé par les corbeilles de fruits, surtout à l'âge que j'avais à l'époque, et pour autant, justement, je me suis rendu compte de l'intérêt que ça suscitait chez moi, et c'est vraiment toujours resté dans mon esprit, et ça me sert énormément dans le jeu de rôle aujourd'hui. Alors, cela étant dit, comment Maupassant réussit-il à nous aider pour le jeu de rôle ? Quel est le fil rouge de cette capsule, de cette thématique ? Il faut comprendre vraiment de quoi est composée cette habileté de Maupassant à décrire les choses en quelques phrases. Et je vais essayer de vous expliquer ces différents critères que j'ai identifiés. Il y en a probablement d'autres. La première capacité de Maupassant qui est intéressante ici, c'est le fait qu'il sélectionne les quelques informations qui sont indispensables pour que l'objet de la description, au sens large encore une fois, soit compris. Et également, et ça va avec, la capacité de l'auteur à s'affranchir justement de tout le reste, à savoir l'abandonner, ne pas le décrire tout simplement. En gros, tout ce qui pourrait venir parasiter la pureté des piliers descriptifs que je viens de mentionner. Ça, c'est crucial chez Maupassant. La deuxième capacité qu'il a, c'est, une fois les piliers descriptifs choisis, de les renvoyer, de les transcrire, de les décrire de manière très simple, mais évidemment magnifique. Alors ce dernier aspect, je ne vais pas vraiment vous expliquer comment y arriver, on a tous des capacités différentes et on n'est certainement pas des Maupassants, donc ça c'est un petit adjectif en plus que je donne, mais c'est surtout la simplicité avec lesquels il va décrire les éléments qu'il a choisis. Et puis, troisième élément, Maupassant a cette capacité, ou plutôt cette compréhension, que les piliers descriptifs d'un objet, au sens large encore une fois, ne sont pas que des éléments de description physique intrinsèques à cet objet, mais que le contexte ou les éléments extérieurs auxquels l'objet de la description est exposé contribuent aussi à en faire un tout descriptif, comme par exemple une lumière qui se reflète sur l'objet de la description, ou la solitude de l'objet de la description au milieu d'un environnement qui ne correspond pas tout à fait. On pourrait avoir plein d'autres exemples comme ça, mais il relève l'importance d'un objet en le mettant dans un contexte pour décrire la place que tient cet objet dans le monde auquel il appartient. Et puis, dernier point, Maupassant comprend, et c'est probablement pour ça qu'il met en place les éléments dont je viens de parler, il comprend que le lecteur a aussi son rôle à jouer dans l'imagination. Donc il laisse au lecteur le soin de remplir les vides descriptifs qu'il va savamment laisser grâce à leur propre imagination. Et bien tout ça, c'est inspirant pour le jeu de rôle. Alors maintenant qu'on a compris, je pense, le fil rouge de ce que constitue Maupassant et les éléments qui composent cette caractéristique bien spécifique qui lui est propre, eh bien on va se pencher sur ces différents éléments et comment on peut vraiment les appliquer en jeu de rôle. D'abord, le fait de sélectionner l'indispensable dans les descriptions. Beaucoup de maîtres du jeu décrivent peu, ça c'est vrai. Mais il y a encore presque plus de MJ, je ne sais pas si c'est plus, mais il y en a aussi beaucoup qui vont décrire trop et trop longtemps. Et donc souvent des éléments qui ne sont pas nécessaires à la description. Et ça, je pense que c'est encore pire en jeu de rôle qu'en littérature d'une certaine manière, parce que ça va distraire le joueur et ça va lui faire
finalement, ça va le noyer, ça va le distraire des informations qui seraient importantes pour lui, les informations donc de l'objet décrit. Le maître du jeu, dans ce cas-là, a un loupé. Il a raté son objectif, à savoir le fait de mettre en surbrillance ce qui définit proprement l'objet de sa description. Et c'est vraiment, dans la description, le rôle d'un maître du jeu, c'est de mettre en surbrillance des éléments. Je sais que certains maîtres du jeu ont peur de ça. Ils se disent que s'ils mettent en surbrillance, presque comme dans un jeu vidéo, hérésie, je compare un jeu vidéo à Maupassant, ils se disent que de faire ça, de mettre en surbrillance, en évidence les éléments importants, c'est d'une certaine manière être un MJ dirigiste. Mais il faut se rappeler, et j'en reparlerai probablement un peu après, qu'on joue en théâtre de l'esprit. C'est très difficile pour les joueurs de comprendre les choses qui sont décrites par le maître du jeu. Il faut donc mettre les éléments importants en surbrillance pour qu'ils sautent aux yeux des joueurs, parce que ça va les aider justement dans la compréhension et dans l'imagination de ce qu'ils constatent en jeu. Par conséquent, je vous invite, comme technique, alors c'est pas exhaustif, mais lorsque vous allez décrire quelque chose, à choisir entre 1 et 3 aspects cruciaux qui sont à décrire en fonction de la complexité de l'objet que vous décrivez. Évidemment, plus ce que vous décrivez est complexe par nature, plus vous allez choisir d'aspects à décrire, donc vous allez peut-être aller jusqu'à 3. Forcez-vous à ne pas aller plus loin que ça. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Souvent, quand vous allez vous forcer à en avoir que 3, vous allez finir avec 5. Donc c'est pour ça, il faut viser le moins, et on aura peut-être un petit peu le plus, mais c'est pas grave. Ça vous aura contenu un peu dans la manière dont vous allez décrire. Et encore une fois, n'ayez pas cette peur de maître du jeu, de dévoiler ce qui est important, ou de vouloir le dissoudre dans une sorte de flou artistique sous prétexte de trop guider les joueurs. C'est votre rôle de clarifier dans la description, d'être efficace, comme l'aime Maupassant dans ses descriptions littéraires. Les joueurs, ils ont besoin que leur imagination soit propulsée, même s'ils ont un rôle à jouer, qu'ils soient guidés, jetés presque dans une direction. Et ça nous amène à un principe extrêmement important à mon sens, c'est au maître du jeu de faire le tri avant sa description, pas au joueur de faire le tri après la description dans ce qui est important. Croyez bien que le joueur, de toute façon, il va aussi devoir trier parmi toutes les informations importantes qu'il aura rassemblées. Alors on ne va pas en plus lui faire le tri entre les éléments importants et les éléments qui le sont moins. Le maître du jeu est responsable du tri d'informations avant la description. C'est très important. Alors cette logique-là, je me permets un petit détour, ça fonctionne aussi pour vos préparations de parties, vos préparations d'intrigue, vos préparations de personnages. Posez-vous toujours la question, vous allez voir, tout est lié finalement, à quelle fin? Et oui, je pense que pour Maupassant, même s'il ne l'a pas forcément verbalisé lui-même, la question à quelle fin est très importante et lui permet d'être efficace dans son écriture. À quoi ces éléments de votre préparation, ces personnages, ces intrigues, ces éléments sont-ils utiles? Est-ce qu'ils servent un objectif narratif? Si ce n'est pas le cas, il y a toutes les chances qu'il faille se séparer de cet élément que vous êtes en train de juger avec cette question. Identifier l'utile de l'inutile, petite référence à ma vidéo sur le RP utile et inutile, je vous invite à regarder, tout est lié, je vous l'ai dit, tout est toujours lié. Savoir faire cette différence va vous aider dans votre préparation parce qu'elle va rendre cette préparation plus claire à vos propres yeux. Vous allez naviguer plus simplement dans tous les flots de cette préparation, parfois chaotique. Et ça vous permettra en plus de juger objectivement de la densité réelle de votre préparation en matière de jeu qu'elle apporte. Parce que si vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'utilité derrière à ces éléments, en réalité, votre partie, elle n'est pas si dense. Et elle est plus remplie avec du vide inutile. C'est le même principe que les descriptions d'une certaine manière. Donc gardez ça en tête. Voilà pour le premier critère Maupassant appliqué aux joueurs. Maintenant, on va aller sur le fait de décrire simplement, de manière directe. Tout ça est lié, c'est un prolongement de ce que je disais déjà. Alors il est évident qu'on est tous inégaux, c'est un fait, dans notre capacité à décrire, à compter. Il y a des gens qui seront plus fluides, il y a des gens qui auront plus de vocabulaire. Bon, là, j'ai pas vraiment beaucoup de conseils à vous donner, à part, si vous voulez progresser là-dedans, lisez plus et écrivez plus. Et comptez plus également. Il n'y a pas vraiment d'autres secrets ici, et ce n'est pas l'objectif. En revanche, la suite de ce que je vais dire est vraie, à mon avis, pour tout le monde, quelles que soient vos capacités. Ne compliquez pas une description qui n'a pas besoin de l'être. En jeu de rôle, je le disais tout à l'heure, tout passe par l'imagination, donc il faut que tout soit clair pour le joueur et qu'il n'ait donc pas trop d'informations avec lesquelles jongler. Sinon, il va plus passer du temps à essayer de comprendre ce qui a été dit et à l'agencer plutôt qu'à l'imaginer. Et donc finalement, la description est ratée si c'est ça qui prend le pas
sur l'autre élément, à savoir l'imagination. Vous ne serez pas un meilleur conteur parce que vous décrivez quelque chose pendant 5 minutes. Vous serez en revanche un meilleur conteur si le joueur a compris l'essence de ce que vous décrivez en 30 secondes de description. Ensuite, troisième point et dernier point que j'ai envie d'approfondir ici, et après je donnerai des exemples, l'importance de ce qui entoure l'objet principal de la description. Je vous l'ai dit, Maupassant comprend qu'un objet n'est pas juste une description physique de cet objet, mais c'est aussi une mise en perspective de l'influence que cet objet a sur le monde autour de lui ou de l'influence que le monde a sur cet objet. Donc c'est peut-être l'élément qui est le plus difficile à comprendre ici, mais il est très utile en jeu de rôle. Les piliers descriptifs dont j'ai parlé précédemment, qu'on peut choisir, là, les 1 à 3 piliers descriptifs que je vous encourage à choisir avant une description, ne concernent pas tous forcément l'aspect physique de la description de l'objet de votre description, de votre narration. L'influence des éléments extérieurs sur cet objet, ou l'influence que cet objet a sur les éléments extérieurs, est tout aussi importante. Parce que je vous l'ai dit, l'objet, il existe dans un contexte, il a un rôle dans votre contexte, dans votre narration, et ça va relever, ça va lui donner sa brillance. Tout le reste, ses caractéristiques physiques vont lui donner, j'ai envie de dire, sa forme, mais l'influence du monde sur l'objet va le faire briller d'une certaine lumière. Ça va le mettre dans une surbrillance qui est vertueuse lorsqu'on décrit pour le théâtre de l'esprit des joueurs en jeu de rôle. En plus de ça, ça va vous permettre d'être plus efficace, comme l'est Maupassant, parce que vous allez nommer ce qui a de l'influence sur l'objet principal, et ça va vous permettre, de manière un peu sournoise, de décrire d'autres éléments que l'objet principal sans donner l'impression de vous disperser, parce que cette description n'existe que par le prisme de l'objet principal de votre description. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un tout en un d'une certaine manière, et donc on arrive à cette efficacité du conte. Par conséquent, comment ça s'applique concrètement? Lorsque vous choisissez ces 1 à 3 critères de description, parce que là je vous explique beaucoup de choses, mais finalement dans la mise en application vous n'avez pas beaucoup de choses à retenir, choisissez 1 à 3 critères de description, et bien parmi ces critères-là, prenez-en un qui vient d'ailleurs, je veux dire qui est au-delà de l'objet principal décrit. Si vous avez une idée bien sûr, ça donnera toute sa brillance à l'objet principal et décrivez l'influence que ce second élément a sur l'objet principal. Ça va vraiment vous aider à donner du corps à vos descriptions et ça va vous épargner de nombreux mots inutiles. Maintenant, je vais essayer de vous donner un exemple en 3 parties. Je vais vous décrire un homme, une scène, une situation 3 fois, mais avec plusieurs méthodes, dont la dernière qui sera à mon avis le juste milieu. Je vais donc commencer avec une description que j'appellerais absente, c'est-à-dire là pour le coup, il y a trop peu de descriptions. L'homme qui rentre dans la pièce vous regarde et vous questionne. Que faites-vous ici? Bon, c'est un peu une caricature de l'absence de description, il n'y a pas grand-chose, on ne sait rien finalement. Okay, c'est direct, c'est efficace, mais on ne sait pas grand-chose. Maintenant, je vais vous donner l'inverse de ça, une description qui, à mon avis, est trop fournie. Qui peut fonctionner peut-être, ce que je vais dire, en littérature, parce qu'on a plus de temps, mais en jeu de rôle, c'est plus gênant parce que c'est trop long, et si vous le faites souvent en plus, ça veut dire que le temps de parole du maître du jeu sera systématiquement trop élevé et ça va ralentir le rythme. Voici cette description. L'homme qui rentre dans la pièce est grand, vêtu d'une soutane bleue constellée de motifs dorés. Son nez est aquilin. Il plisse les yeux d'un air suspicieux, joint ses mains ridées qu'il frotte l'une contre l'autre, se pince des lèvres lipues qui contiennent plus de collagène que son âge ne le laissait présumer. Et il émet un claquement de langue désagréable en ajustant les pans de son col haut de son juste corps. Sa voix s'élève, chevrotante et pourtant encore vigoureuse dans l'écho qu'elle émet et qui se répercute sur les murs fissurés du petit salon aux fauteuils douillets dans lesquels vous vous trouvez debout, dans l'attente que le couperet tombe. Que faites-vous ici? Et une petite erreur d'ailleurs dans la lecture à un moment avec le col haut, je le précise, j'ai pas envie de recommencer, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses. Certes, ça aide à comprendre un peu ce qui se passe, et peut-être qu'une fois, ça peut fonctionner en jeu de rôle, mais à mon avis, si vous le faites une fois, c'est que vous avez tendance à le reproduire très souvent. Et là, ça prend beaucoup trop de place, il y a beaucoup d'informations, et les joueurs vont passer du temps à s'imaginer. Ce que je vous propose, c'est plutôt un juste milieu, et voici cet exemple qui, à mon avis, rassemble un petit peu les différents éléments dont je vous parle depuis le début de cette capsule. L'homme qui entre dans la pièce doit baisser sa tête pour ne pas cogner le haut de la porte. Vêtu comme un prince, il pointe son nez aquilin dans votre direction, et les convives du salon le regardent d'un air inquiet, comme s'il s'attendait à ce que tombe un couperet terrible. Il s'adresse à vous, sa voix forte comme la sagesse de son âge. Que faites-vous ici?
Alors, je voudrais pas suranalyser pour pas rallonger le temps de capsule, mais vous voyez, l'objectif ici, déjà, c'est plus court, mais on va quand même garder les éléments importants de la pièce, plutôt du personnage, pardonnez-moi, le fait qu'il est vêtu comme un prince, mais je ne vais pas dans les détails de son accoutrement, le fait qu'il est grand, mais on dit il a une influence du monde sur lui, il doit baisser la tête, c'est comme ça qu'on voit qu'il est grand, donc il y a quelque chose d'un petit peu plus actif. On parle de son nez aquilin, qui est important, extrêmement important, le nez aquilin d'ailleurs, et il s'en sert en fait pour avoir une influence sur le monde, et en plus ça remet les personnages joueurs au centre de la pièce, évidemment au centre de la description, ils en prennent une part active parce qu'ils sont désignés par ce nez aquilin. On ne s'attarde pas pour autant, et ensuite on passe au monde extérieur, les convives, et comment ils perçoivent ce personnage qui vient de rentrer. Et en plus, dans leur perception de ce personnage, on voit l'influence du personnage sur eux, ce qui finalement aide à le décrire puisqu'on comprend l'impact que sa présence a et ce qu'ils attendent en réalité fébrile de ce que ce personnage va faire. Et puis ensuite, je parle de son âge simplement en comparant sa voix à la sagesse de l'âge, comme ça on le fait d'une manière un petit peu plus subtile. Sincèrement, je le reconnais, il y a un aspect biaisé, vous n'allez souvent pas parler comme ça lorsque vous allez compter, mais là je vous donne un exemple, vous allez dire ce genre de description avec une forme d'oralité propre au conte, c'est une évidence, donc relativisez un petit peu. On peut faire avec encore moins que ce que je viens de dire, j'essaie juste de comparer avec l'exemple précédent où la description était, à mon avis, trop fournie. Je vais m'arrêter là pour justement éviter que la capsule ne soit trop fournie, j'espère que vous en aurez capté l'essence, mais si vous ne deviez retenir qu'une chose, c'est que Maupassant, l'auteur, est un facilitateur de l'imagination. Exactement ce qu'est, à mon avis, le maître du jeu en jeu de rôle. Je l'ai souvent dit, il est un facilitateur, c'est-à-dire qu'il doit prendre une part active pour favoriser l'imagination des joueurs, mais il doit leur laisser quand même une place dans le fait d'agrémenter eux-mêmes leur paysage du théâtre de l'esprit. Et donc, pour terminer, je vais vous laisser avec quelques lignes de Maupassant, des lignes qui précèdent le début de sa nouvelle que je viens de lire, Pierre et Jean. Magnifique, je vous invite à le lire. Et donc, j'ai découvert ces dernières lignes qui font écho à ce que j'ai toujours dit sur Maupassant, donc j'avoue que ça ne me rend pas peu fier, et je vous laisse donc avec ces mots. Il n'est point besoin de vocabulaire bizarre, compliqué, nombreux et chinois qu'on nous impose aujourd'hui sous le nom d'écriture artiste, pour fixer toutes les nuances de la pensée. Mais il faut discerner avec une extrême lucidité toutes les modifications de la valeur d'un mot suivant la place qu'il occupe. Ayons moins de noms, de verbes et d'adjectifs au sens presque insaisissable, mais plus de phrases différentes, diversement construites, ingénieusement coupées, pleines de sonorités et de rythmes savants. Efforçons-nous d'être des stylistes excellents plutôt que des collectionneurs de termes rares. Il est en effet plus difficile de manier la phrase à son gré, de lui faire tout dire, même ce qu'elle n'exprime pas, de l'emplir de sous-entendus, d'intentions secrètes et non formulées, que d'inventer des expressions nouvelles ou de rechercher, au fond de vieux livres inconnus, toutes celles dont nous avons perdu l'usage et la signification et qui sont pour nous comme des verbes morts. La langue française, d'ailleurs, est une eau pure que les écrivains maniérés n'ont jamais pu et ne pourront jamais troubler. Chaque siècle a jeté dans ce courant limpide ses modes, ses archaïsmes prétentieux et ses préciosités, sans que rien surnage de ses tentatives inutiles, de ses efforts impuissants. La nature de cette langue est d'être claire, logique et nerveuse. Elle ne se laisse pas affaiblir, obscurcir ou corrompre. Et je vais terminer avec une citation de Boileau, qui est lui-même cité par Maupassant. « D'un mot mis en sa place, enseigna le pouvoir ». Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous aura inspiré et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.